Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de critique, d'abord sans spoiler puis avec, consacrée à Solo, A Star Wars Story. Et à l'occasion de cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas lancer un petit concours, et en jeu il y aura 2 places pour le film Deadpool. Donc c'est un carton qui permet à 2 personnes d'entrer dans une salle de cinéma partout en France pour voir Deadpool numéro 2. Et pour ça, pour participer, il suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo sur YouTube et de vous abonner à la chaîne, et je donnerai le résultat, ce sera un tirage au sort évidemment, lundi dans la vidéo consacrée à Westworld. Mais revenons maintenant à Solo, un film qui avait énormément d'éléments réunis contre lui, qui avait à vrai dire assez peu de chances de me convaincre a priori. En gros, une situation rêvée pour Han Solo, celui qui adore les paris à 2000 contre 1. Et je dois dire que c'est plutôt agréable d'être pour une fois du côté de ceux qui ont apprécié un film qui, apparemment, va encore une fois diviser le public. Il faut bien dire aussi que j'y suis allé sans aucune attente, ce qui a dû peut-être influer positivement sur mon impression du film. Pour résumer déjà mon avis en quelques mots, pour moi ce Solo est plein d'énergie sans être insipide, simple sans être stupide, mais aussi divertissant sans faire l'erreur de se lancer dans des enjeux d'ampleur galactique. Avant de nous plonger plus avant dans cette critique, j'ai envie d'évoquer avec vous 2 points. Le premier concerne le culte disproportionné qui existe autour de l'univers Star Wars. C'est en consacrant des vidéos à cette franchise et en lisant certains commentaires en retour qu'on se rend compte à quel point il existe des intégristes de Star Wars. Je pense qu'il faut tout de suite prendre une petite tisane et respirer profondément, on ne va pas s'entretuer pour un film. Le second point relève d'une évidence, oui, Harrison Ford est irremplaçable, tout le monde le sait. Sa présence, ses mimiques, sa voix, tout cela participe au charme d'un acteur devenu une légende du cinéma populaire au fil des 40 dernières années. À vrai dire, l'idée même d'un préquel pour un personnage aussi emblématique que Han Solo était loin de faire l'unanimité, et je dois dire que je faisais partie de ceux qui pensaient que ce n'était a priori pas une très bonne idée. Et voilà donc un contexte qui vient mettre en lumière le courage, à moins que ce soit de l'inconscience, d'Alden Ehrenreich qui tente néanmoins de relever ce défi impossible qui est de succéder à Ford. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la mission la plus casse-gueule pour un acteur qu'on puisse imaginer, à moins de tenter de relancer Indiana Jones sans Harrison. Vous le savez sans doute déjà, le film est précédé de rumeurs calamiteuses autour de sa production. Les réalisateurs originaux, Phil Lord et Christopher Miller, ont été remerciés après plusieurs mois car ils laissaient apparemment trop de place à l'improvisation. A priori, il y avait surtout des divergences créatives avec le scénariste principal, Lawrence Kasdan. Quoi qu'il en soit, c'est Ron Howard qui a pris le relais à la réalisation, et je dois bien dire qu'à mes yeux, en tout cas, c'est son film le plus réussi depuis un sacré bout de temps. Enfin, on disait que l'acteur principal, Alden Ehrenreich, était catastrophique dans le rôle titre et qu'il avait dû recourir à un coach pour s'en sortir. Pourtant, le résultat final est selon moi une réussite. Ehrenreich parvient à reprendre certains éléments du langage corporel du personnage, mais sans pour autant tomber dans une imitation d'Harrison Ford. On a juste sous les yeux une version plus jeune et mal dégrossie d'Han Solo, mais c'est bien lui. Et oui, c'est exactement ce qu'il fallait pour le personnage qui se situe ici 10 ans avant Un Nouvel Espoir. Mais puisque je faisais référence au Dr. Jones, il y a sans doute un nom qui n'est pas passé inaperçu dans ce que j'ai cité précédemment. Il s'agit bien sûr de celui de Lawrence Kasdan, qui était au scénario avec son fils John. Est-il encore besoin de rappeler que c'est à Lawrence Kasdan qu'on doit les scénarios de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi, des Aventuriers de l'Arche perdue? Bon, c'est vrai que c'est aussi lui qui était au scénario du Réveil de la Force, qui ne brillait pas par son originalité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui avait au moins le mérite d'introduire des personnages à fort potentiel. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai vu dans Solo, c'est le retour d'un Kasdan en forme qui a su renouer avec un souffle enlevé et aventureux qui manquait beaucoup à la galaxie Star Wars depuis la première trilogie. Il est temps maintenant d'entrer un petit peu plus dans les détails, mais je vous rassure, ce n'est pas encore la partie spoiler qui commence. Un des grands partis pris de ce film est d'être direct. En effet, il ne considère pas que le mystère serait indispensable pour permettre au personnage d'Han Solo de conserver sa superbe. Du coup, les références et les éléments emblématiques du personnage sont pris à bras-le-corps pour nous présenter leurs origines. Dans l'ensemble, à une exception près, qui est celle de son nom, Solo, l'approche me plaît. Quitte à voir la jeunesse d'un personnage, j'aurais trouvé inutilement précieux d'éviter ces références à ce qu'on retrouve plus tard chez le personnage qu'on a déjà appris à connaître dans d'autres films. Les personnages secondaires sont réussis dans l'ensemble, et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié la place accordée à Chewbacca. Le film pose les bases de leur relation, et on voit les choix que doit faire Chewie, et qui mettent déjà en valeur l'incroyable loyauté de ce personnage. De façon plus prosaïque, ça fait plaisir de voir la puissance et les talents du Wookiee en action après l'avoir vu totalement sous-exploité dans The Last Jedi. Pour les autres personnages, qui n'ont pas l'avantage de déjà bénéficier d'un gros capital sympathie puisqu'on les découvre, le film parvient le tour de force de les caractériser et même de les rendre humains et parfois attachants
en quelques minutes à peine. Je pense notamment à Val, interprétée par Sandy Newton, qui est excellente dans Westworld, une série qu'il faut regarder, mais aussi à Rio, un pilote extraterrestre auquel Jon Favreau prête sa voix. Woody Harrelson est pile dans le ton pour le personnage de Tobias Beckett, qui aura de l'importance pour poser les bases de l'évolution d'Han Solo au cours du film. Du côté de Qi'ra, j'ai été agréablement surpris par l'écriture du personnage. On retrouve Emilia Clarke de Game of Thrones. Je suis content de la voir enfin briser la malédiction qui semblait entourer ses aventures au cinéma. On est à l'opposé de la princesse en détresse, ce que Leia n'est pas restée bien longtemps d'ailleurs, mais on est content de trouver des personnages féminins prenant des décisions difficiles. Il est clair que la tendance actuelle consiste à considérer Donald Glover comme un génie, et donc de souligner combien il est excellent en Lando Calrissian. De mon côté, je l'ai trouvé convaincant dans le rôle, mais sans être plus impressionné que par la performance autrement plus casse-gueule d'Alden Ehrenreich notamment. Un bon Lando donc, mais pas non plus de quoi s'extasier. Du coup, l'idée qui semble prédominer actuellement de consacrer le prochain Star Wars Story à un spin-off sur Lando Calrissian ne me semble pas forcément très judicieuse, et je crois qu'il serait préférable de privilégier Obi-Wan Kenobi. Enfin, on peut lire beaucoup de bien sur la droïde L337, c'est un personnage marquant, c'est vrai, même si on frise la caricature, je l'ai trouvée intéressante surtout pour les questions qu'elle soulève, j'y reviendrai dans la partie spoiler. En termes de structure d'ensemble, le film m'a semblé bien rythmé et porté par une énergie mais aussi une légèreté qui colle parfaitement à son héros principal. Et s'il y a peut-être une légère baisse de régime dans le dernier acte du film, c'est de mon point de vue pour mieux insister sur ce qui se joue alors entre les personnages et l'impact qui en ressortira pour les survivants. Quoi qu'il en soit, je ne me suis jamais ennuyé et j'étais toujours emporté par le film. Dernière qualité d'ensemble que j'ai envie de souligner, c'est que ce film ose enfin donner un corps et des envies sensuelles à ses personnages. On est depuis longtemps dans du très aseptisé dans l'univers Star Wars, et voir un peu de tension sexuelle est plutôt rafraîchissant. Si je devais faire 2 reproches au film, le premier serait sa relative faiblesse en termes d'antagonistes. Certes, on a Dryden Voss, mais il reste un prétexte unidimensionnel un peu léger malgré la véritable présence de Paul Bettany à l'écran. Mon second reproche porterait sur le trop grand nombre de scènes en basse luminosité, ce qui ne permet pas toujours de suivre l'action très clairement. Mais il est maintenant temps de passer à la partie spoiler de cette critique. Je vous laisse quelques instants pour quitter la vidéo, mais si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et aussi de laisser un commentaire pour participer au concours. En termes de genre, Solo est à la rencontre du western et du film de braquage. L'attaque du train est particulièrement impressionnante notamment. D'ailleurs, il est amusant que le principal MacGuffin du scénario soit le carburant qui permet l'hyperpropulsion, avec tout ce que cela rappelle de foirage et de moments de tension comique à bord du Faucon Millenium dans toute la saga. Je pense aussi que le film est faussement simpliste en termes de moralité. Quand on le regarde avec attention, on peut y trouver un véritable questionnement et un développement du personnage au fil de l'histoire. Au début, on dirait qu'Han Solo se situe plutôt dans une forme de naïveté dans tout ce qui concerne les relations humaines, mais qu'il est très peu regardant quant aux conséquences de ses actes à plus grande échelle. La séquence du train est intéressante à cet égard, puisque sans le savoir, le spectateur suit le point de vue de ceux qui travaillent pour le mauvais camp. On nous présente Enfys Nest et sa bande comme les méchants, mais on découvre au final qu'elle agit pour permettre la naissance d'une rébellion organisée, notamment face à l'Empire. A l'inverse, le groupe de Tobias Beckett agit pour le compte de l'Aube écarlate, une sorte de mafia de la galaxie, des individus particulièrement horribles. Mais pour autant, est-ce qu'on peut affirmer que Val méritait de mourir en se sacrifiant pour détruire le pont, et que Enfys Nest méritait de gagner avec ses méthodes? De mon point de vue, très personnel et subjectif évidemment, cette question de l'ambiguïté morale est explorée avec plus de subtilité et d'intelligence que dans les derniers Jedi. On est plus proche de la zone grise qu'avait explorée avec beaucoup de succès Rogue One. Et à cet égard, l'évolution d'Han Solo est plutôt intéressante. Au début du film, il est prêt à devenir soldat de l'Empire pendant 3 longues années, et aussi à faire confiance à une bande d'inconnus sans se préoccuper de là où ira le carburant volé. À la fin du film, même s'il refuse de l'admettre, il commence déjà à être sensibilisé à la cause de la résistance face aux forces comme l'Aube écarlate ou l'Empire. En revanche, il a aussi appris la méfiance et même à tirer le premier contre Tobias Beckett, un état d'esprit qui lui sauvera souvent la vie, et notamment dans la cantina de Mos Eisley. Comme le lui dit Qi'ra, elle seule le connaît aussi bien, et elle sait qu'au fond il est le héros. En revanche, Han va apprendre de son côté que celle qu'il aime n'est plus entièrement la même. Et oui, la bonne volonté et les sentiments ne suffisent pas toujours, une découverte qui va participer à façonner le Han Solo désabusé qu'on découvre dans Un Nouvel Espoir. Maintenant que j'ai dit tout ça, pour moi Solo c'est surtout un film qui parle d'honneur, de promesses et de confiance. Han est un homme qui se présente toujours comme un salopard égoïste alors qu'il est un véritable héros, même s'il a dû abandonner sa naïveté plus vite que d'autres. Il sait qu'il ne peut se fier véritablement qu'à très peu de monde, à commencer par Chewie,
qui s'affirme au final comme l'ami le plus fidèle dont on puisse rêver. Concernant les enjeux du film, qui se limitent surtout à la survie de ses personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient judicieusement choisis. Il est impossible de proposer des histoires cohérentes qui mettent à chaque fois le destin de la galaxie dans la balance pour tous les spin-offs de la saga principale. Je trouve que cela permet justement de se concentrer sur les personnages, sur leur évolution, et même de proposer une éventuelle suite avec l'introduction du personnage de Darth Maul qui m'a donné très envie. Et si certains parmi vous s'interrogent sur la chronologie de la survie de ce personnage, c'est en réalité assez simple. Et oui, ce n'est absolument pas une invention rocambolesque du film, puisque grâce à certaines des séries animées qui sont canons dans l'univers Star Wars, on savait déjà que Darth Maul avait survécu. Si on prend comme référence et comme année zéro la bataille de Yavin, c'est-à-dire la destruction de la première étoile noire dans Un Nouvel Espoir, la défaite de Darth Maul contre Obi-Wan remonte à 32 ans auparavant. Grâce à sa haine, à sa détermination et à sa grande puissance, Darth Maul avait survécu à cette terrible blessure, jusqu'à ce que son frère le retrouve et l'équipe de nouvelles jambes. On sait par ailleurs que les événements du film Solo se déroulent 10 ans avant la bataille de Yavin, avant Un Nouvel Espoir. Il y a donc 22 ans qui se sont écoulés entre la défaite de Darth Maul contre Obi-Wan et son apparition sous forme d'hologramme à la fin de Solo. Et pendant cette longue période, qu'est-ce qu'a fait Darth Maul? Eh bien, on sait qu'il a cherché à prendre le contrôle de l'empire criminel le plus puissant de la galaxie. Je trouve le choix de cet antagoniste très judicieux pour une suite, aussi bien pour élever les enjeux qu'en termes de charisme de ce personnage qui est souvent considéré comme le point fort de l'épisode 1. Comme promis, un petit mot sur L3. Ce personnage permet d'introduire une question qui était restée largement ignorée pour l'instant dans Star Wars, à savoir le statut des droïdes et la façon dont ces intelligences artificielles jugent leur asservissement par les races organiques. Même le général Grievous était à la base un être de chair et de sang, et on peut se demander pourquoi le thème des droits des droïdes n'a jamais été évoqué auparavant. Ceci dit, ce n'est pas vraiment si étonnant que ça, puisqu'on sait que le genre du space opéra, auquel appartient Star Wars, laisse généralement ce type de questions à la science-fiction un peu plus intellectualisée. Enfin, on a même l'ouverture vers une question un peu sulfureuse, même si c'est sur le ton de la rigolade, puisqu'on évoque à demi-mot une relation intime entre un humain, Lando, et une droïde, L3. Je vous propose pour terminer de lister quelques clins d'œil et explications sur certains éléments marquants du personnage de Solo. Le premier est certainement celui qui est le moins réussi à mes yeux, c'est le choix du nom de Solo par un agent recruteur de l'Empire. Alors certes, on peut apprécier l'ironie de la situation, mais je pense qu'on aurait surtout pu espérer mieux. On découvre les fameux dés dorés reliés par une chaîne qui feront une dernière apparition très émouvante dans The Last Jedi. Et c'est dans une scène partagée entre Enfys Nest, une fois qu'elle a retiré son casque et révélé son joli et jeune petit minois, et Han Solo, que celui-ci a depuis longtemps l'habitude d'appeler les gens Kid, ce qu'il reprendra avec Luke. Pour rester sur le langage, la façon dont Han répond « je sais » lorsque Lando lui dit qu'il le déteste est évidemment un clin d'œil au célèbre dialogue avec Leia juste avant la cryogénisation de Solo. Pas la peine de revenir sur le pistolet mythique du héros ou sur le Faucon Millennium, ou juste pour souligner qu'on sait donc que c'est L3 qui participe à rendre ce vaisseau aussi efficace, mais aussi sans doute capricieux pour la navigation spatiale. Et oui, dans le film, on peut même voir L3 se donner un coup sur la tête lorsqu'elle commence un petit peu à dérailler, ce qui rappelle furieusement certaines des scènes mythiques de réparation du Faucon Millennium. Dans un autre style, Val évoque un certain Bossk comme recrue potentielle pour leur coup, un personnage qu'on retrouve parmi les chasseurs de primes embauchés par Vader dans l'Empire contre-attaque. On trouve aussi un clin d'œil à Rogue One quand on évoque la base impériale de Scarif comme centre de carburant. On juge alors dans le film qu'il est impossible de l'infiltrer, ce que réussiront pourtant les héros de Rogue One, mais à quel prix? On remarque aussi que le déguisement de Beckett en garde du corps est exactement le même que celui de Lando dans le Retour du Jedi pour infiltrer la base de Jabba the Hutt. Enfin, dernier clin d'œil, mais cette fois spécifique au réalisateur Ron Howard, on retrouve au casting Warwick Davis, l'inoubliable interprète de Willow, l'un des meilleurs films de Ron Howard, enfin avec mes yeux d'enfant en tout cas, car il a peut-être mal vieilli. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de participer au concours en vous abonnant et en laissant un commentaire. Et puis si ce t-shirt magnifique vous a plu, sachez que vous trouverez un lien dans la description de la vidéo et que pour quelques jours uniquement, il y a un code de moins 20% sur tout le site de Tostadora. Il s'agit du code ROXOR20. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!